Salut, c'est Stéphane, coach agile et coach professionnel chez Naoshak. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui est la communication non violente. Lisa et Julie vont nous parler de la CNV ou communication non violente et de la manière dont elles l'ont introduit chez leurs clients, oui, SNCF. Quels sont les bénéfices pour les équipes, quels sont les avantages pour l'organisation, quelles sont les bonnes pratiques. Découvrez-le tout de suite dans cette vidéo. On se retrouve juste après. Lisa, enfin, ça y est, on est déconfinés, donc je me suis permise de t'inviter à la maison. En fait, je vais vous expliquer comment on se connaît avec Lisa. Ça fait à peu près un peu plus d'un an que j'interviens en tant que coach agile chez l'entreprise Oui SNCF, qui ont des locaux notamment à Lille. Et grâce notamment à Lisa et à d'autres collègues, j'ai découvert quelque chose d'hyper intéressant au niveau pro comme au niveau perso, au niveau aussi coaching, et ça s'appelle la communication non violente ou la CNV pour les intimes. Première question, du coup, Lisa, comment tu te sens? Comment je me sens? Je me sens assez lessivée, hein, voilà. Pour le coup, j'ai eu une grosse semaine, donc je suis assez fatiguée. Mais par contre, je suis ravie d'être là avec toi ce soir. En vrai, je suis aussi très très contente de te revoir pour de vrai. C'est quand même plutôt bien. Donc c'est du positif là, c'est du confort. Je suis dans un état de confort. Ok, super. Moi, je suis excitée aussi de faire avec toi. Petite parenthèse là sur ce qui vient de se passer. Je viens de demander à Lisa comment elle se sentait. Alors, c'est quelque chose qui peut vous paraître bizarre. Moi, ça m'est apparu assez bizarre quand je suis arrivée chez lui SNCF. Mais en fait, rien que de dire comment tu te sens au lieu de dire comment ça veut dire qu'on est beaucoup plus focus sur les émotions. Donc, on va beaucoup, à travers la CNV, parler de nos émotions, parler avec authenticité, à cœur ouvert. Donc, voilà le genre de choses qu'on va faire, par exemple, en introduction de réunion. C'est un tour de connexion en demandant comment tu te sens à chacun des participants. Merci Lisa. Pour toi, du coup, la CNV, c'est quoi? La CNV, c'est quoi? Alors, on l'a dit, du coup, c'est communication non violente. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, je ne pensais pas du tout que c'était ce que c'est en fait. C'est-à-dire que la CNV, c'est vraiment une façon de se reconnecter donc à ses émotions, à vraiment prendre le temps de se poser et d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps et de se dire, voilà, on est dans un état à un moment donné émotionnel qui est en fait un signal ou des signaux sur notre état global. Donc la CNV, c'est vraiment venir essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, quelles sont vraiment les émotions et surtout quels sont les signaux qui vont découler de ces émotions pour pouvoir les traiter et dans l'absolu aller bien au quotidien, en fait, ou justement savoir intégrer et gérer ces émotions. D'accord. Donc, pour toi, on est en général, on n'est pas assez connecté à tout ça? Non, On n'a en pas fait, on vraiment est ces signaux? pas du tout. Au contraire, dans nos sociétés, on est comment dire, on est habitué depuis l'enfance à refouler en fait nos émotions, dans le sens où depuis tout petit, on vous a toujours dit sûrement arrête de pleurer, mets-toi pas en colère, sois pas triste, c'est pas grave, ça va passer, souris, ça ira mieux. Et en fait, voilà, on a été dans un monde qui nous a toujours appris à oublier ce qu'on ressent. C'est juste, on doit être dans un état constant pour voilà, la société, l'environnement, aussi le contexte social, qui fait qu'on doit toujours faire semblant d'être à un moment donné dans un tel état parce que c'est la norme sociale. Sauf qu'en fait, on s'oublie complètement et en fait, on ne prend plus jamais le temps de comprendre vraiment comment on se sent, vraiment. Et c'est d'où la question, comment te sens-tu et pas juste ça va? Comment ça va aujourd'hui? C'est vraiment, voilà, comment te sens-tu? C'est vraiment on revient se connecter à ce qu'il y a à l'intérieur, à ce qu'il y a au plus profond de soi. Et encore une fois, les émotions, c'est un signal du cerveau qui cherche à nous faire comprendre des choses sur nous-mêmes. Donc, c'est bien de les écouter. Et donc, non, on n'est plus habitué à ça aujourd'hui et on n'est surtout pas habitué à faire ça dans le contexte pro. On peut le faire plus facilement avec des proches dans le contexte perso, donc avec la famille, les amis, etc.
c'est déjà plus facile de parler de ses émotions. Par contre, c'est un tabou dans le pro, et au pro, non. Au pro, combien de fois vous avez pu entendre oui, bah, tu laisses tes soucis à la porte en entrant et tu repars ce soir avec, et puis tu fais ta journée comme ça. Alors qu'en fait, non, c'est dans tous les cas, votre état émotionnel, il est là, il est présent, il existe. Une émotion, voilà, elle existe en fait. C'est juste, elle existe. Donc, c'est ni faux ni vrai. Personne ne peut vous dire que ce que vous ressentez est faux parce que c'est chez vous, c'est à l'intérieur, donc c'est vraiment très personnel. Et l'idée, c'est aussi donc de prendre conscience que bah, dans le pro aussi, on a des émotions et c'est bien de savoir les écouter et de savoir les intégrer pour aussi gérer le quotidien avec les collègues et sur nos projets en général, en fait. Ok. Eh ben, avec un On ne t'entend pas, Julie. ouais, pardon. Je dois parler plus fort? Non, plus proche du micro. Ouais, très bien. Moi, ça fait écho avec un film justement que j'ai vu il y a à peu près 3-4 ans. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est TAS. C'est en fait les personnages du film Vice Versa. Vice Versa, c'est le film pour les enfants. Ouais, Disney, Pixar, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un des premiers films pour moi qui m'a fait tilt, où on a vraiment mis en avant les émotions. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le regarder avec vos enfants si vous voulez, mais même pour vous, parce que ça va peut-être vous faire tilt tout ce qu'on vous dit à travers cette première approche. Hein. C'est vraiment une toute première approche par rapport à l'écoute de ces émotions. Lisa, du coup, par rapport à la CNV, je sais qu'il existe un processus, des étapes. Est-ce que tu peux nous décrire ça en fait, rapidement? En fait, pour faire simple, si vous voulez, pour essayer de vous refocuser justement sur vos émotions, il y a un petit mécanisme très simple qui est l'OSBD. Donc l'OSBD, c'est juste un enchaînement de questionnements que vous devez vous faire, qui sont donc l'observation, donc observation O, S pour sentiment, B pour besoin et D pour demande. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on est face à une situation, on observe. Il se passe telle chose, voilà, c'est un fait, c'est ce qui est en train de se passer devant moi, ou c'est en tout cas la façon dont j'interprète. Quel est le sentiment associé à ça? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Donc le S, c'est pour le sentiment, donc on vient chercher. Est-ce que ce qui se passe, ça me rend triste? Est-ce que ça me provoque de la colère? Est-ce que je me sens frustrée? Est-ce que je me sens agacée? Ou est-ce qu'au colère, je me sens content? Je me sens flattée? Voilà, ce genre de choses. Et ensuite, en fait, on va venir chercher le besoin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, souvent l'émotion, enfin, c'est même pas souvent, l'émotion est un signal pour autre chose. Et en fait, le signal, c'est les besoins qu'il y a derrière. Donc, vos sentiments sont en fait l'expression d'un besoin. À savoir que on a tous les mêmes besoins, mais pas tous en même temps, en fait. C'est aussi simple que ça. Vous avez tous besoin de manger à un moment donné, mais vous n'allez peut-être pas avoir faim à la même heure, en gros. Et bien là, c'est pareil. Il y a des fois où vous allez avoir besoin de calme, besoin de, comment dire, de tendresse, besoin d'écoute, besoin de respect, ce genre de choses. Et en fait, vos émotions vont être le signal de ça. Quand vous allez ressentir une émotion, ça veut dire qu'il y a l'un des besoins qui est soit en souffrance, il va falloir venir combler ce besoin pour accéder à des niveaux de confort, ou alors justement, c'est juste l'expression du ce besoin-là est contenté et il est bien, donc vous allez être dans des émotions de confort de base parce que vos besoins sont comblés tout de suite. Donc en fait, du coup, on a ces étapes-là, donc l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. La demande, justement, c'est la demande que vous pouvez faire soit à d'autres, soit à vous-même pour venir justement combler ses besoins et nourrir ses besoins. Et en fait, j'insiste sur la notion de demande à soi-même parce qu'en fait, c'est aussi tout l'intérêt de la CNV, c'est qu'encore une fois, on se concentre sur ses propres émotions et ses propres besoins. Et parfois, il n'y a que vous-même qui êtes en capacité de venir combler vos propres besoins. Parfois, ça peut être via une demande. Si par exemple Julie me dit quelque chose qui m'irrite ou quoi, parce que voilà, peut-être c'est venu perturber certains de mes besoins, justement sur le plan de maîtrise ou mes besoins de maîtrise ou mes besoins de respect, ce genre de choses, je peux venir faire une demande à Julie pour lui dire, écoute, voilà, tu m'as dit telle chose, ça a provoqué telle émotion chez moi, j'aimerais qu'on en discute si tu veux bien pour qu'on puisse travailler ensemble sur ce sujet, par exemple. Et là, du coup, vous allez nourrir vos besoins via cette demande parce que voilà, il y a déjà quelque chose qui est mis en place, un début de solution, en fait, entre guillemets, sur comment remplir ce besoin.
Mais voilà, la notion de aussi demande à soi-même est très importante. Et par exemple, justement, je parlais des besoins de calme et ce genre de choses. Quand vous ressentez ce genre de choses, la demande que vous pouvez faire à vous-même, c'est OK, bah, je prends du temps pour moi, je vais m'isoler quelques minutes, quelques instants, je fais un break, je fais une pause, je sais pas. Et là, je vais pouvoir me ressourcer et ensuite mes besoins de calme seront assouvis et ça ira beaucoup mieux ensuite, par exemple. Donc voilà pour le concept de l'OSBD. Ouais, d'accord. Dans le chat, je vois Julie? T'entends plus. que Thierry est en train de dessiner en même temps, donc ça c'est super. Ça illustre parfaitement ce que vient de dire Lisa. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire par rapport à la demande, c'est que les demandes à soi-même, c'est aussi tout simplement aller vers, vers une personne avec qui on peut être irrité et simplement lui exprimer ses émotions et ses besoins. Et c'est ça qui est fort, c'est de vraiment se reconnecter à soi pour ensuite en faire part à l'autre. Donc ouais, je pense que c'est un bon outil au niveau de l'écoute et aussi de l'empathie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Déjà, oui, bah, on va peut-être rappeler un peu ce que c'est l'empathie, Ouais. parce que justement, on est aussi habitué dans nos sociétés à être tout le temps dans la sympathie, justement. La sympathie, c'est quand vous êtes en train d'écouter quelqu'un et que vous allez dans le sens de cette personne à 100%. Par exemple, ah oui, mais tu as eu raison de t'énerver, non, mais je comprends parfaitement, j'aurais réagi pareil. Là, clairement, on est dans la sympathie. Quand vous êtes dans de l'empathie, donc dans de l'écoute empathique, vous êtes vraiment dans une écoute à 100% pour votre auditeur en face, donc la personne avec qui vous discutez, et vous allez plutôt essayer de l'aider à justement comprendre ces mécanismes. Donc, vous allez enlever toute trace de jugement, toute trace de comparaison avec vous-même, ce genre de choses en fait, et ça va juste être, voilà, on offre une vraie et simple écoute à la personne en face sans aucune forme voilà, de jugement encore ou d'avis qui vient s'ajouter par-dessus. Et l'intérêt de l'empathie, c'est que du coup, à partir du moment où on a commencé à entendre vraiment ce que l'autre a à dire, sans venir mettre une couche d'interprétation et de venir justement voilà, déjà partir avec un avis biaisé par rapport à ce que la personne vient de dire, là, on est plus à même de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et le but, c'est pas forcément de réparer en fait. On n'est pas là pour ça en fait. On n'est pas là pour venir. Voilà, si Julie elle arrive le matin et qu'elle me dit que ça va pas bien, je vais pas essayer de tout faire dans la journée pour essayer de faire en sorte que ça aille. Bon, parfois je le fais parce que j'aime beaucoup Julie, mais ben, voilà, c'est différent. Mais sur le plan pro, ça peut être très intéressant parce que si Julie arrive et me dit, écoute, ça va pas, c'est une mauvaise journée, je suis pas en forme aujourd'hui, et ben voilà, c'est un fait, c'est tout, c'est chez elle, ça existe. Et moi, au moins, je sais que c'est présent et que voilà, elle va forcément vivre avec ça toute la journée et que ça va forcément aussi impacter son travail, son humeur, ses relations avec les collègues en général. Et au moins, c'est clair et c'est posé de base. En fait. Du coup, on est sur l'empathie là. Mais je laisse taper plus là-dessus. Ouais, l'empathie, c'est intéressant, l'écoute empathique. Moi, ce que je voulais rajouter sur ce point-là, c'est comme tu me disais la dernière fois, il faut veiller à ce que l'écouteur, celui avec qui on fait on va dire cette séance de CNV ou cette vraie écoute, il faut s'assurer qu'il soit disponible. Oui. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de commencer à se confier à quelqu'un qui dit « Ah, j'ai pas le temps, je dois y aller » ou autre chose. Ça, du coup, je vais vous mettre un petit lien. Il faut s'assurer qu'il soit disponible émotionnellement. C'est ça. Moi, si Julie vient me demander de l'écoute empathique, donc vraiment de la pure écoute pour essayer de la guider dans ses émotions et dans ses besoins, encore une fois, sans aucune trace de jugement. Si je suis moi-même en train de passer une mauvaise journée, que ça va pas ou que je suis très fatiguée ou quoi que ce soit, je vais lui refuser en fait. Parce que bah non, c'est pas le moment. Je vais, comme elle dit, je vais pas provoquer une situation finalement frustrante parce que de un, elle aura pas forcément l'écoute dont elle a besoin. Et moi, en plus, je serai pas en disponibilité de lui offrir quelque chose de vrai et ça va peut-être m'agacer ou ça va pas être authentique et du coup, je vais devoir voilà, soit écourter ou autre et ça aidera pas Julie en fait au final. De la même façon que pareil, mine de rien, c'est très facile de tomber en sympathie aussi. Et si vous n'êtes pas pleinement disponible pour de l'empathie, il vaut mieux vous préserver aussi. Et de toute façon, même pour la personne en face, aussi prévoir quand il y a des moments d'échange empathique justement qui sont très longs et très intenses,
aussi prévoir, entre guillemets, un sas de décompression à la fin. Parce que moi, c'est déjà arrivé, même sur le pro, d'avoir des sessions comme ça d'écoute empathique avec certains de mes collègues. Et il y a des fois, on creuse loin, en fait. On creuse très, très loin dans l'inconfort. On parle voilà, on explore des choses chez soi qui sont vraiment désagréables. Et en fait, il faut bien se dire que, attention, il y a quand même, à la fin, prévoir un petit temps pour revenir à, voilà, avoir le temps de souffler, d'accepter ses émotions, justement, et de les avoir intégrées avant de repartir bosser. Parce que si vous avez touché des choses comme la tristesse ou quoi, et que 5 minutes après, vous devez être en conf pour un truc important sur vos tafs, hein, ça peut être compliqué à gérer selon l'état dans lequel vous étiez. En fait. Donc, faire attention à ça, faire attention à la disponibilité de celui qui a besoin d'écoute au niveau temps simplement et sur des plans plus logistiques. Et faire attention aussi à celui qui sera en face de son état à lui aussi pour pouvoir proposer de l'écoute empathique. Je me permets aussi une parenthèse. N'hésitez pas du coup à consulter le site, le lien Apprenti Girafe, qui est vraiment pas mal. En fait, eux, ils symbolisent la girafe comme quelqu'un qui justement arrive à prendre de la hauteur, à bien comprendre ses émotions, à pouvoir être disponible à l'écoute et empathique. Contrairement au chacal qui, c'est vraiment très imagé avec des petits animaux, le chacal qui lui est submergé par ses émotions, des émotions d'inconfort et a du mal à faire le tri. Et en fait, dans ce site-là, on a pas mal d'exemples qui sont intéressants, justement pour ça. Hop. J'ai du coup une dernière question pour toi. On va peut-être passer aux questions des spectateurs après. Mais du coup, concrètement, bon, je l'ai déjà fait, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a été mis en place, la CNV, chez lui SNCF? La CNV chez lui SNCF, c'est un héritage de l'un de nos anciens coachs agiles, qui est Luc Taèche, que vous connaissez peut-être. Et en fait, Luc est venu amener la CNV dans tout son package de choses qu'il a amené chez nous avec la transfo, avec aussi un peu le revirement de certains mindsets dans la boîte. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses d'amener avec Luc. Et il a surtout amené la CNV et il a réussi en fait à initier suffisamment de personnes dans mon entreprise pour que ça perdure même après son départ. Et c'est encore des choses qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se traduit comment quand on fait de la CNV? Toute la boîte n'en fait pas, on est d'accord. De toute façon, c'est sous format BBL, donc on fait ça le midi sur du temps off bien souvent. Mais en fait, l'idée et l'avantage de ça, c'est qu'on a ces sessions qui existent, ces petits groupes, des personnes qui sont identifiées là-dessus, et on fait souvent des initiations pour justement essayer de montrer aussi un peu aux gens ce que ça peut leur apporter, etc., et leur donner envie ou pas d'ailleurs de poursuivre plusieurs séances. Et le but, en fait, c'est de réussir à avoir un nombre suffisant de personnes de confiance, parce que ça demande aussi de la confiance, mine de rien, de se livrer, surtout à des collègues, avec lesquels, justement, on va pouvoir faire des sessions d'écoute empathique et aussi aborder les problématiques professionnelles. Moi, j'ai plusieurs binômes de peering. Donc, mes binômes de peering, c'est certains de mes collègues. On est formé à la CNV des deux côtés, et il y a des fois où, là, j'ai un de mes collègues, par exemple, côté Big Data, qui sait très bien, quand il y a des journées, ça ne va pas du tout, je lui dis, bon, écoute, Philippe, t'as pas 15 minutes là, parce que j'aurais bien besoin d'une petite dose d'écoute empathique. Et du coup, voilà, ça peut aider à résoudre quelques petits trucs. Et encore une fois, comme la personne en face est dans l'empathie, elle va juste me fournir des petites pistes. Voilà, c'est juste un peu rattraper quand il voit que je dévie ou que je suis beaucoup trop dans le jugement ou dans mes croyances ou ce genre de choses. Juste me refocuser à chaque fois sur mes émotions, mes besoins, et m'aider à formuler une demande, en fait. L'idée, c'est vraiment ça, en fait. Et dans le milieu pro, c'est comme ça qu'on essaye de plutôt le traduire, c'est qu'à chaque fois, on essaye d'amener les gens à faire leurs demandes. Et juste pour terminer là-dessus, je vais vous donner un exemple d'un de mes collègues, justement, donc je vais taire son nom, parce que c'est quelqu'un que j'adore, mais je ne voudrais pas qu'il se sente justement blessé ou comme ça là-dessus. Mais j'avais un collègue, donc on va l'appeler Tom, qui a été poussé par son équipe à venir faire de la CNV. Tom, pour vous dire, en gros, c'est un petit nerveux qui ne sait pas s'exprimer autrement que dans la colère et qui est toujours en train de râler un peu en mode grumpy cat. Ouais, alors, vraiment, il est toujours un peu en train de râler comme ça.
Et il est venu faire des séances avec nous. Donc, les premières séances, on a fait l'OSBD avec lui, on a essayé d'expliquer la chose. Il est persévéré, il est venu plusieurs fois. C'est des concepts qu'il n'avait pas du tout. Encore une fois, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment aussi sociétal de ne pas accepter ses émotions. Donc, c'était vraiment des étapes pour lui. Mais il a persévéré, il est revenu, il a compris qu'il y avait quelque chose, ça a commencé à gratter chez lui et commencé à avoir une sorte d'inconfort parce qu'il commençait à ressentir les émotions qu'il ne sentait plus depuis longtemps, en fait. Et ce Tom en question, du coup, il est revenu plusieurs fois et on en est arrivé à un stade où il était capable de se lever de réunion et partir en claquant la porte quand il y avait quelque chose qui l'énervait beaucoup, à plusieurs semaines plus tard, à réussir à dire à ses collègues, écoute, il s'est passé ça, je me sens en colère parce que je ne me suis pas sentie respectée ou parce que mes besoins de ceci n'étaient pas respectés, etc. Est-ce qu'on peut en discuter ensemble et faire en sorte de trouver une solution? Et là, c'était déjà la révélation pour lui. Et ses collègues sont venus nous voir en mode bah, c'est cool parce que c'est quand même un peu plus facile de discuter avec lui. Mais en fait, c'est surtout pour lui. En fait, voilà, il a su mettre le doigt sur certaines choses et réussir à s'exprimer dans le milieu pro avec ses collègues et comprendre ce qu'il y avait derrière sa colère, en fait, surtout. Enfin, encore une fois, sa colère était juste un indicateur. C'est juste qu'il ne savait pas de quoi c'était l'indicateur, en fait. Maintenant, il le sait. Ouais. Donc, voilà. Ouais, ouais. J'ai participé du coup à ces BBL quand je suis arrivée chez l'USNCF et bah, c'était impressionnant parce qu'ils sont arrivés à un tel niveau où ils ont même plus besoin d'expliquer le contexte. Ils vont directement dans l'OSBD, j'observe telle chose, je ressens ça. Du coup, quand je regarde la liste des besoins, bah, c'est ce besoin-là qui n'est pas nourri et donc ça me permet de faire cette demande. En fait, le fait d'en discuter permet de revenir à ce processus de base. Et tout Et l'idée en fait de l'écoute empathique justement, c'est qu'on n'a pas besoin du contexte. Dans l'absolu, les personnes qui ont l'écoute empathique s'en fichent complètement du contexte. On est là encore une fois pour guider la personne. Et moi, j'ai déjà eu des sessions comme ça à CNV le midi où j'ai fini en larmes comme jamais. Non, mais ben voilà, à un moment donné, on va loin dans les émotions aussi. Donc, quand on commence à sentir quelque chose, on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière. Et voilà, dans des états de tristesse, dans des choses qui me minaient aussi sur le perso et qui venaient voilà, prendre un peu sur le pro. Et j'ai pu exprimer ça, exprimer ma tristesse, comprendre ce que c'était le besoin derrière et faire une demande sans jamais donner le contexte à la personne en face de moi. Il n'y a pas besoin en fait. Une fois que la personne en face qui fait de l'écoute empathique comprend suffisamment comment fonctionnent les émotions et connaît les besoins entre guillemets majeurs de n'importe qui, il n'y a pas besoin du reste. Tant que vous savez, il faut vraiment être en lien avec la personne, ça demande de la concentration, mais l'écoute empathique, ça n'est pas chercher à donner du sens, c'est juste offrir un vrai temps d'écoute, encore une fois. ouais, bah, ça m'aide beaucoup. J'ai tout de suite adhéré. J'ai d'ailleurs acheté ce livre du papa de la CNV qui s'appelle Rosenberg. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vraiment creuser sur la CNV. Moi, j'ai un petit retour de comment je mets en avant la CNV au boulot. Ce que je disais tout à l'heure, c'est tout simplement commencer une réunion avec un comment tu te sens. Là, en ce moment, avec une de mes équipes, on le fait une fois par semaine, le lundi, en daily meeting. Donc, on préfère privilégier ça en fin de réunion plutôt que de faire un tour sur les activités de l'équipe. On va vraiment se focaliser sur, évidemment, les alertes, mais ensuite, on va parler des émotions de chacun, comment ils abordent la semaine, mes collègues. Et un autre temps, c'est justement ce dont va nous parler Benoît juste après, c'est introduire la CNV pour des moments de feedback. Donc, par exemple, on a eu une rétrospective avec une de mes équipes. Une rétrospective, c'est vraiment un temps fort où on va se questionner sur comment on s'organise dans l'équipe et quelles sont les choses qui se passent bien et quels sont les axes d'amélioration. Par contre, en introduction, au début, on a vraiment fait un focus sur le feedback individuel, mais vraiment en ayant une approche très observation et émotion. Donc, le O et S de la CNV. Merci beaucoup, Lisa. On va regarder les petites questions qui sont apparues. Alors, Guillaume Le Rouge, tiens.
quelle serait la meilleure approche de par vos expériences respectives pour instaurer sur le long terme une véritable sûreté psychologique au sein de l'équipe afin qu'ils livrent leurs émotions plus naturellement? Bah, moi, je peux comprends. juste te donner un peu ce qui a été fait dans mon équipe. Donc moi, je suis dans une équipe de 7 personnes, et en fait, on fait de l'initiation à la CNV pour, tous les membres de l'équipe. C'est-à-dire que même si, ils viennent pas forcément toutes les semaines au BBL et ce genre de choses, ils ont les bases et du coup, ils ont appris à s'exprimer, et en fait, on a aussi réussi à instaurer un climat de confiance tel qu'on peut être authentique. Donc encore une fois, l'authenticité, c'est pas dire tout ce qu'on pense, c'est penser tout ce que l'on dit, en gros, pour simplifier. C'est vraiment le principe. C'est parler vrai, en gros. Et du coup, on a réussi à instaurer ça dans l'équipe. Encore une fois, ça demande du travail. Ça demande déjà, comment dire, encore une fois, de la confiance à avoir avec les autres membres de l'équipe. Et aussi, ça demande de l'habitude. Donc, justement, les tours de comment te sens-tu, nous, on le fait toutes les semaines aussi en équipe. On ne le fait pas à chaque daily, nous, on le fait dans nos weekly, donc tous les lundis après-midi. La première chose qu'on fait, c'est qu'on prend 15 minutes pour faire le tour de chacun, un tour de table en demandant voilà, comment te sens-tu. Et petit à petit, c'est devenu habituel, c'est devenu normal et c'est devenu surtout quelque chose voilà, pour lequel chacun est à l'aise. Et c'est un travail de longue haleine et tu peux déjà commencer par ça. Et je me souviens plus que c'était à la fin des questions. Je me suis la remettre, Julie. Ouais. Et aussi, voilà, ce qu'on fait aussi dans mon équipe, c'est que tous les mois, donc plutôt que tous les 2 mois, je sais plus, on envoie justement un petit questionnaire à l'équipe sur justement le niveau de sécurité psychologique de l'équipe. Là, il y a peut-être des choses que je pourrais vous mettre en lien après dans la conf, mais c'est pas quelque chose que nous avons inventé spécifiquement. Mais en fait, ce sondage anonyme permet à toute l'équipe aussi de pouvoir dire est-ce que je suis à l'aise ou pas à parler à l'équipe en fait. Comment je me sens par rapport à l'équipe? Est-ce que je me sens dévalorisée? Est-ce que j'ai l'impression que je peux imposer mon point de vue? Est-ce que je peux juste exprimer ce que je ressens, etc. Donc voilà, on a pas mal d'outils en fait au quotidien qui nous permettent de s'assurer qu'on reste dans ce niveau de confiance pour être authentique et de s'assurer de la sûreté psychologique de chacun. Moi, ce que je conseillerais, en fait, pour démarrer les tours de comment tu te sens, c'est d'afficher dans la salle ou sur l'écran, quelque part, la liste, je vais le mettre, une liste d'émotions, des émotions clés, parce qu'en fait, en les parcourant, ça va faire tilt à l'endroit où on ressent vraiment cette émotion-là. C'est ça. Il y a beaucoup d'émotions. Mais, Ouais, il y en a beaucoup. J'ai mis un exemple, mais c'est peut-être voilà. pas exhaustif. Mais déjà ça, et la deuxième question justement, c'était comment instaurer une première séance, enfin voilà, comment instaurer je vais la lire, pardon. Ouais, C'est comment intégrer cette démarche CNV dans l'entreprise pour la première fois. Nous ne sommes effectivement pas habitués à entendre comment tu te sens. Il faut aussi l'expliquer la démarche avant de la mettre en place. Donc ça, c'est Maud qui pose la question. Moi, ça a été mis en place avant que j'arrive dans l'entreprise, donc je ne sais pas exactement comment se sont passées les premières séances. Mais ce que je conseillerais pour une première, c'est d'essayer d'avoir quand même quelqu'un qui a déjà été initié pour avoir quand même voilà, au moins des bases qui sont acquises par une personne pour pouvoir ensuite transmettre aux autres. Et oui, il faut expliquer la démarche avant, dans le sens où il y a des gens qui ne voudront pas, qui n'accepteront pas et qui ne le font pas, et c'est OK, c'est pas grave en fait. Dans l'absolu, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, ce qu'on a fait, à chaque fois qu'on a relancé des sessions d'initiation pour essayer d'avoir un peu plus de participants à chaque fois, c'est qu'en fait, on renvoyait juste une invitation à Outlook pour nos BBL. Et dans cette invitation, par contre, on mettait beaucoup de contenu. Et entre autres, je vais vous mettre aussi une vidéo. Donc, c'est la vidéo de Et tout le monde s'en fout. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un YouTuber qui fait des vidéos sur les sujets de société. Et il a justement fait une vidéo sur les émotions. Et en 4 minutes, il explique un peu à quoi ça sert d'être à l'écoute de ses émotions. Et nous, c'est un peu ce qu'on envoie à chaque personne qui va commencer les sessions de CNV avec nous pour que déjà elle ait le contexte, elle sache de quoi ça va parler et qu'elle sache un peu, bon, ok, j'y vais, ça va parler émotion, on y va, on teste, etc. Et je pense que c'est simplement ça. En fait, tu peux recenser auprès de toutes les équipes qui seraient les personnes potentiellement intéressées en mettant de la doc, en expliquant un peu le concept. Et puis après, en avant-gardant, j'ai envie de dire, je propose quand même par contre de limiter à des groupes pas trop étendus au début. Parce qu'encore une fois, c'est pas confortable les premières séances de se mettre à nu et de parler de ses émotions. Et surtout, encore moins devant beaucoup de monde en fait. Même si encore une fois, on n'est pas obligé de donner le contexte, à devoir admettre devant d'autres personnes qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien,
c'est pas forcément l'idéal. Donc surtout, essayer de déjà instaurer un petit climat de confiance avec un groupe restreint, quitte à faire plusieurs sessions. Et déjà, rien que là, voilà, commencer à construire la confiance pour pouvoir aborder ensuite de façon authentique les émotions de chacun. Voilà. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour des questions. On ne voit pas le bas de la dernière. Ah oui, on voit pas le bête. J'arrive. Ouais. Et vous avez sous vos yeux ébahis le scribing, le sketchnote en live de Thierry. Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites... Voilà, c'est terminé. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a donné beaucoup de valeur. N'hésitez pas à nous le montrer en cliquant sur le bouton souscrire et laissez vos commentaires dans la rubrique de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!